Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiquer et discuter. Bonjour à tous, on vous retrouve pour ce 11e épisode de Legal on Air déjà, le podcast qui parle du futur de la fonction juridique, qui parle de la fonction juridique qui booste les entreprises françaises et internationales. J'ai le plaisir d'avoir à ma droite mon compère Cyril Godet. Bonjour Cyril. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Super. Dilitrust, ça se passe bien ? Très très bien. On est à un mois de la Legal Week. On se prépare. Première Legal Week pour Dilitrust. On a fait notre acquisition aux États-Unis avec Do Illegal il y a quelques mois. Donc sur le case management, je crois, c'est ça ? Exactement, ELM, Matter Management. Et donc on a lancé ça. On a sorti la nouvelle version du Matter Management sur notre plateforme. Et donc, on va aller défendre les couleurs à New York à partir du 24 mars prochain. Le coq, le legal coq et bleu, blanc, rouge, c'est Dilitrust. Legal Roster. Exactement, Legal Roster. Et du coup, ça nous fera un C'est pas faux show avec le Matter Management, parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est. À ma gauche, notre invité, vous le savez, hein, le principe de ce podcast, c'est d'accueillir un des grands de ce monde sur la partie juridique. Et il ne s'est pas arrêté là. Je parle évidemment de Philippe Cohen, vice-président, directeur juridique de Walt Disney Company. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va ? Super, moi je suis ravi d'être là. Puis on se retrouve, Mathieu. Donc, c'est vrai. Tout le plaisir est pour moi. C'est vrai, après une période bien trop longue, mais on va rattraper le retard. Introduction de Philippe by Cyril rapide. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on ait Philippe Cohen, au-delà de ceux qui le connaissent, mais pour ceux qui n'auraient pas encore croisé sa route, on commence à situer le débat. Pourquoi il fallait l'avoir, Cyril ? Déjà, effectivement, tu commences par la bonne phrase. Qui ne connaît pas Philippe Cohen ? Pour ma part, Philippe, je l'ai découvert en tant qu'utilisateur de Dilitrust au conseil d'administration de la FJE, parce qu'il utilise notre solution, donc c'est une très bonne chose. J'ai donc connu Philippe à travers la FJE, mais aussi à travers l'ECLA, qu'il a présidé par le passé. C'est vrai. Et ensuite, en plus, Philippe m'a introduit auprès de l'ICW, je pense qu'il en parlera. Et puis, un peu plus important pour moi, maintenant, c'est que Philippe préside la destinée de Respect Zone, et il pourra nous en parler, et je trouve que c'était très intéressant. On essaie toujours d'avoir des juristes, des directeurs juridiques, des gens qui font bouger les lignes, et Respect Zone, c'est la parfaite illustration de cela. De ce qu'on peut faire quand on fait pas l'extra mile, mais l'extra 100 mile encore. On en reparlera dans un instant. Philippe Cohen, une enfance entre Paris 12e et la Normandie, pour des raisons familiales. Un papa dans la santé, médecin, je crois. Pédopsychiatre, et donc qui était affecté au gré des affectations hospitalières dans différents centres psychiatriques. Et donc, ce qui me permet aussi de pouvoir rappeler, surtout quand des négociations se passent très mal, que je peux tout supporter, puisque j'ai grandi les 6 premiers mois de ma vie normande en hôpital psychiatrique. Et quand quelqu'un s'énerve dans une négociation et que vous lui dites que finalement il n'y a aucun problème, puisque ayant vécu 6 mois en hôpital psychiatrique, je pouvais tout à fait continuer cette négociation comme elle était commencée. Ça calme en général le jeu et ça remet un peu les pendules à l'heure. Voilà. Oui, c'est un bon twist. N'hésitez pas à le noter pour votre prochaine négociation. S'ensuit donc une enfance en normande et un retour à Paris au niveau du lycée, chez lycée Louis-le-Grand. Puis La Haye, avant la Sorbonne, si je ne me trompe pas. Pendant la Sorbonne, c'était en parallèle un double degree. En session d'été, c'était à l'Académie de droit international de La Haye, donc à la Cour internationale de justice. Et cette académie offre chaque été une double session, une en droit public, une en droit privé, qui certifie les candidats. Et c'est très intéressant parce que c'est international et ça m'a surtout permis de comprendre. J'étais, je crois, en fin de deuxième année de droit, à quel point est-ce que puisqu'on parlait de miles, on était à beaucoup de miles du multiculturalisme et du bilinguisme. Surtout que sur ma carte étudiante à Paris 1, il y avait marqué études internationales, sciences juridiques internationales. Sauf qu'aucun des profs ni des chargés de TD n'avait l'idée de nous enjoindre encore moins peut-être à changer d'arrondissement. Donc, et c'est en me déplaçant à La Haye pendant un mois que j'ai vu le niveau d'anglais des autres nationalités. Qu'elles soient danoises, anglaises, évidemment, irlandaises, allemandes, espagnoles, etc. Et je me suis aperçu que les Français étaient ceux dans ma session qui parlaient aussi bien anglais que les Algériens.
Et c'est là que j'ai compris que si je voulais vraiment faire du droit international, il va falloir sortir de Paris quand même. Ouais. On fait une embardée, mais tu trouves aujourd'hui que les jeunes que tu reçois au sein de ta direction juridique ou ceux que tu rencontres, tu trouves que ceux qui ont un profil fac, j'entends, pas ceux qui ont le LLM et la totale et tout, le profil fac, on parle mieux anglais aujourd'hui en 2025 quand on... Oui. Ouais. Je pense que c'est lié aussi au sous-titrage plus qu'au doublage. C'est lié à la Gen Z, au fait qu'on passe beaucoup d'heures à regarder des programmes en langue originale, ce qui était très très peu le cas dans les années 60, 70, 80, 90, où il n'y avait pas beaucoup d'autres choses que du doublage sur les petits écrans, et donc ça n'a pas aidé, alors que dans les pays où on s'aperçoit que des pays qui sont un peu plus limitrophes, qui sont un peu plus petits, qui sont plus à la confluence de différentes cultures, il n'y a pas cette obligation, ces lois tout bon, un petit peu extrêmes, qui obligent à ne pas être bon en langue étrangère. Alors que, et donc, aujourd'hui, je pense que l'anglais est beaucoup plus fluide que ça ne l'a été, effectivement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur un vrai anglais, un anglais praticable, pas juste un anglais de série télé. Likewise. D'ailleurs, question, je ne sais pas aujourd'hui si on a des cours d'anglais à la Sorbonne, ou si on en a, est-ce qu'on en a 1 heure par semaine ou 10 heures par semaine lorsqu'on est dans une filière internationale? Il y en a toujours eu, mais ça restera insuffisant. De toute façon, ce ne sont pas les cours qui font l'anglais, c'est la noyade qui fait l'anglais, c'est l'immersion. C'est lorsqu'on est obligé de nager pour apprendre à nager, c'est là où on apprend le mieux à nager, je pense. C'est la première fois qu'on entend espier alors qu'on sort de la fac. Ouais. Je renvoie à l'idée, moi c'était mon cursus, hein, moi j'avais fait, ça n'existe plus maintenant, mais le BIDUC droit anglais, le DEJA à Nanterre, et on était en immersion avec des profs qui ne parlaient pas un mot de français, et l'immersion, il n'y a rien de mieux. On avait beau être à Paris-Nanterre, quand on était qu'entre nous, à parler qu'anglais toute la journée, même à la pause cigarette ou café, ça change beaucoup de choses. Et puis après, pour rebondir sur ce que disait Philippe, moi quand j'étais jeune, j'utilisais ce qu'on appelait aux États-Unis le closed caption, qui était l'équivalent du Lantiope pour ceux qui ont connu pour les États-Unis, à savoir le sous-titrage pour sourds et malentendants. L'avantage, c'est que c'était un sous-titrage littéral et non pas une explication de ce qui se passait. Et rien de mieux pour progresser en langue anglaise que de lire en écoutant la pronunciation en anglais, et là l'oreille se fait et on va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que l'immersion... Moi qui suis légèrement plus âgé que Cyril, c'était avant le DVD que j'avais eu un petit peu de temps. Donc la cassette. C'était en cassette, et donc ce que je faisais, c'est que je prenais les boîtes des cassettes VHS qui étaient de cette taille-là, et je les mettais contre les sous-titres pour m'empêcher de les lire. Et c'est ça qui m'a aussi aidé à écouter mieux, à augmenter mes listening skills, comme on dit, surtout avec le Woody Allen où il parle très très vite et il faut comprendre les puns. Et c'est comme ça que j'ai essayé de pallier à la difficulté qui était qu'on n'avait pas accès beaucoup aux versions originales. Tu parlais de Nanterre à l'instant, Cyril. Philippe y est passé et puis il termine la partie legal de sa formation à Harvard. 2 ans, 1 an? 1 an. 1 an. Et puis ensuite, travail aux États-Unis, embauche là-bas, et puis Paris, Londres, et cabinet d'avocat. Et puis voilà. Qu'est-ce que c'est d'être étudiant à Harvard? Donc là, on est en quelle année? Là, on est en 1990. 90 à Harvard, la Ivy League. T'arrives. Le niveau est, j'imagine, extrême. Complexe de l'imposteur. Complexe de l'imposteur. Tu te demandes où tu fous les pieds. Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur? C'est ça. Et donc, tant qu'ils ne comprennent pas... T'as un souvenir un petit peu de ton arrivée, de cette période Harvard un peu? Qu'est-ce qui t'est resté de tout cela, si on devait Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le douanier qui n'arrivait pas à comprendre avec mon accent français dans quelle université j'allais. Harvard. Qui m'a fait répéter 3 fois, et son énervement m'a fait penser qu'il devait penser que je ne disais pas toute la vérité. Parce qu'en France, on dit Harvard, comme tu viens de le dire. Harvard. Mathieu, hein. Sauf que quand on dit Harvard aux États-Unis, personne ne comprend. Et donc, il m'a fallu plusieurs mois pour savoir comment est-ce qu'on se déforme sa mâchoire, faire une moue un petit peu particulière pour faire en sorte que le A soit oublié et que ça devienne un E prolongé. Harvard. Et ça m'a pris plusieurs mois. Et au bout de quelques mois, j'ai pu passer la douane. Ça semble des rétentions pendant 3 mois. Oui, mais c'est très embarrassant directeur partiel, quoi. D'être à Harvard et de ne pas pouvoir dire qu'on est à Harvard à la personne qui vérifie vos papiers. Alors que Samuel Adams, ça se dit beaucoup plus vite. Oui. Pour ceux qui sont déjà passés à Boston. Et au milieu de tout cela, on voit, et ça se traduit dans ta carrière, un master en cinéma. Alors qu'est-ce qu'un master en cinéma?
Et est-ce que tu étais un enfant déjà, un adolescent extrêmement exposé au cinéma? Est-ce que tu es pop culture? Et puis, voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? En fait, moi, le master en cinéma est venu après mes premiers courts-métrages, puisque moi, j'ai toujours ambitionné et rêvé d'être aussi de l'autre côté de la caméra, comme la personne qui est juste derrière cette caméra, et de travailler sur cette grammaire que j'ai toujours trouvée extrêmement attirante, qui est la grammaire du langage filmé, audiovisuel. Donc, j'ai constitué un apprentissage très, très, très personnel des sciences de l'image. Depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à faire des courts-métrages en Super 8, puis en Super 16, en 16 mm, en inversible noir et blanc, en 35 mm. J'ai gagné même des prix de courts-métrages qui m'ont permis de rentrer à Harvard, puisque c'est sur la base de mon double cursus en droit, un cursus en droit privé, un cursus en droit public. Pourquoi faire 9 matières quand on peut en faire 18? Bien sûr. Donc j'ai ajusté ça avec un film par an. Donc je faisais en fait un film que je tournais pendant l'été, que je constituais une équipe, je le montais jusqu'au mois de décembre, je commençais à travailler le droit en janvier, ce qui tombait bien parce qu'en général les grèves étudiantes finissaient en décembre. Absolument. Ce qui me permettrait de venir sur un campus ouvert, ce qui était pratique. Et je faisais une remontada de mes notes entre janvier et avril. Et après, je faisais un autre film, et c'est comme ça que j'ai gagné des prix en faisant ces doubles cursus, public-privé. Puis je me suis dit, ça pourrait être aussi intéressant de pouvoir comprendre tout ce qui est lié à la sémiologie de l'image. Et donc, j'étais à Jussieu, où il y avait par équivalent, je suis arrivé en maîtrise. Et là, je suis tombé dans un séminaire avec Jean Douchet, qui est un très grand critique, qui a connu Rossellini, et qui nous faisait parler, après nous projeter des films de la nouvelle vague italienne. Et là, j'étais dans un TD de cinéma, qui est un peu à l'inverse d'un TD de droit, où lorsqu'on vous pose une question, en sciences humaines, en sciences de la littérature, en sciences de l'image, les questions sont des questions ouvertes. Lorsque, par exemple, vous posez une question en TD en droit, en général, les élèves qui posent des questions, c'est parce qu'ils connaissent la réponse. Là, lorsque vous posez des questions, c'est quand vous ne connaissez pas la réponse. Ce qui était un nouveau langage, donc j'étais très, très inhibé au début. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment est-ce qu'on travaille la compréhension du langage filmé. Ce qui m'a beaucoup aidé après, quand j'ai fait ensuite 500 émissions de cinéma sur Radio J, en tant qu'animateur d'une émission en direct pendant 15 ans de cinéma, sur l'actualité du cinéma, puisque je trouve que je connaissais l'intégralité des films qui faisaient moins de 70 000 entrées. C'était ta niche à toi? Non, oui, parce que si un film faisait était promu comme un produit, c'est que c'était pas une écriture, mais un produit. C'était comme ça que je voyais les choses à l'époque, parce que je lisais beaucoup trop Bazin, Danet, les cahiers positifs, etc. Puis après, je me suis aperçu que j'étais un petit peu intoxiqué par une certaine idée de la création. Mais ce qui me sert beaucoup aujourd'hui, lorsque par exemple, puisque maintenant je travaille pour un producteur américain qui fait à la fois des films dits d'auteur et des films dits de grande production, ce qu'on appelle aujourd'hui de manière erronée des blockbusters, puisque un blockbuster n'est un blockbuster que quand il l'a été. C'est ça. Lorsque le film est lancé, il n'y a personne qui peut dire que c'est un blockbuster. Vous avez des blockbusters à naître qui ne sont pas nés, comme John Carter of Mars, par exemple, que vous connaissez. Grand film pour autant. Moi, j'ai toujours une affection pour John Carter. Que très peu de gens ont vu. Mais je l'ai vu. Mais lui qui tombe plutôt dans la catégorie des moins de 70 000 entrées. Et donc c'était pendant à peu près 15 ans, je pouvais dire à peu près tout ce qu'il fallait connaître sur les films polonais, sur Jerzy Skolimowski, sur des cinéastes qui vont apparaître comme étant tout à fait inconnus. Et le fait d'avoir ensuite travaillé depuis près de 30 ans pour le groupe Disney, ça m'a permis de compléter cette culture. Et le mix des deux est plutôt intéressant. Pourquoi est-ce que tu peux nous dire, on voit bien que le cinéma, tu l'as vécu, tu l'as étudié, tu l'as fait, et qu'en même temps, tu as continué à pouvoir évoluer dans ce monde en tant que juriste. Mais tu n'as pas choisi le cinéma comme carrière pour autant. Qu'est-ce qui a fait ce choix du droit? Est-ce que c'est un choix d'abord? Est-ce que c'est qu'est-ce qui est à la base de Philippe Cohen, directeur juridique aujourd'hui devant moi, entre autres, et non pas Philippe Cohen, réalisateur? C'est peut-être d'abord pour l'amour du 7e art que je me suis consacré au droit.
Parce que y a un moment donné, on voit où sont ses fortés et ses mineurs. Et puis ensuite, ça n'est pas parce qu'on fait pas des films aujourd'hui qu'on n'en fera pas demain. Moi, j'ai fait, pendant que j'étais avocat puis juriste, j'ai fait des films documentaires également. J'ai même fait une série pour la FJE, pour promouvoir ce qu'est un juriste en entreprise, parce qu'il n'y avait aucune image. C'était une des seules professions qui n'avait pas de visage. Et donc, j'ai fait une série de 7 épisodes qui s'appelait Juriste en entreprise, la passion de la solution, qu'on avait travaillé avec un sponsor pour la FJE. Et c'était la première fois qu'on mettait de l'image et du son pour expliquer de manière moderne qu'est-ce que c'est que cette profession, mais d'une manière avec un documentaire écrit. Donc pourquoi est-ce que je ne suis pas devenu cinéaste ? Parce que je pensais que j'avais peut-être plus de facilité dans l'argument, dans l'écriture, dans le conseil. Et j'adore le métier de juriste et d'avocat. Donc je pense que en fait, le mariage aujourd'hui se fait très bien. Et puis ça m'a permis aujourd'hui, connaissant comment les choses se passent dans l'écriture, dans les techniques de la création, conseiller ceux qui créent. Quand on a touché au processus créatif, ça vous donne une autre valeur ajoutée et ça fait de moi peut-être un moins mauvais juriste. Tu parles d'avocat à l'instant et de juriste. Tu as commencé en cabinet et puis ensuite, tu es passé de l'autre côté chez The Walt Disney Company dans les années 90. On va y revenir. Avocat, direction juridique, ça a été pareil, ça a été un questionnement ou rapidement tu as compris que tu voulais évoluer dans un groupe plutôt que d'être en practice dans un cab? Alors non, c'était absolument pas prévu. C'est un chasseur de tête qui a insisté très très lourdement pour que j'aille à l'entretien, parce qu'il m'a dit voilà, il y a un poste qui est tout à fait pour toi. Mais j'ai pas de candidat. Il serait bien que tu y ailles. Je lui dis non, moi j'ai envie de garder la robe. J'aime énormément le contentieux. J'étais avec un barreau plus 6 ans à peu près, 6 ou 7 ans. Oui. Je me voyais pas, comme on dit dans le langage du vieux métier, je ne voudrais pas tomber la robe, comme si on allait être tout nu après. Bon. Donc cette peur du froid, cette peur de la nudité, je ne sais pas. En tout cas, je n'avais pas cette envie-là. Et j'y suis allé parce que j'avais compris en plus que c'était lié à la partie studio de la Walt Disney Company. Et j'ai eu un coup de charme. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'était la première fois où j'allais être papa. Donc, je me suis dit, tiens, ça va être un moment pour travailler peut-être de manière un peu plus relax, d'être plus... Et puis, dans 3 ans, je serai un meilleur avocat parce que j'aurai mieux compris l'angle client. Et les 3 ans vont bientôt être 30 ans. Je n'ai pas travaillé moins, je travaille plus. Donc, tous mes a priori se sont effondrés. Je pensais que ça serait assez tranquille comme travail. On travaille énormément en entreprise. C'est passionnant. Et est-ce qu'il y a une différence pour répondre à ta question, entre les métiers? Alors, certainement pas dans les groupes américains. Probablement aujourd'hui pas non plus dans les autres groupes. Comme on dit, avocat un jour, avocat toujours. Quand on est juriste, on est juriste. Quand on est avocat. Ensuite, c'est le dossier qui fait l'avocat. C'est pas tellement le statut. Alors c'est vrai qu'il y a des petites différences. C'est vrai que le contentieux, l'accès au contentieux est un tout petit peu plus distant, mais il n'est pas étranger à la pratique de la direction juridique. Au contraire, on est un directeur juridique différent quand on a manié l'art du contentieux et la tactique du contentieux. Et d'ailleurs, on se positionne dans les dossiers de résolution de conflits, parce que le contentieux, ce qui est intéressant, c'est la résolution. C'est le settlement, de toute façon. Un directeur juridique, pour moi, de toute façon, joue le settlement. Non, il joue surtout la stratégie du contentieux. Ça peut être du settlement offensif. C'est pas forcément pour évacuer un contentieux qu'un juriste intervient. Ça peut être aussi pour le créer, pour le nourrir, pour le rythmer. Pour moi, c'est un travail musical. L'art du juriste, l'art de l'avocat, c'est le même. Pour moi, c'est un même métier avec 2 modes d'exercice différents. Et c'est le même métier, c'est la même communauté, c'est la même éthique aussi. Et c'est une question de musicalité. On n'a pas parlé de mon parcours musical, mais la musique est au centre de la gestion professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on gère un dossier conflictuel, une grosse négociation, une négociation comme je viens de finir avec 40 parties différentes, avec le gouvernement présent, avec des contentieux derrière, c'est une question de qui est-ce qui écrit la partition, qui est-ce qui impacte un rythme, comment est-ce qu'on crée des moments de l'arrêt du rythme aussi.
c'est-à-dire des espèces de grandes pauses, vous savez, lorsqu'il y a un silence un petit peu interrompu et vous êtes comme dans un rythme un peu syncopé. Et à un moment donné, c'est ce qui fait tout le charme de la musique reggae, c'est lorsqu'il y a un moment où vous êtes en l'air dans le rythme, et c'est le fait d'être en l'air suffisamment longtemps qui permet de pouvoir créer de l'imagination musicale. Le directeur juridique, c'est celui qui est avec un petit peu comme un chef d'orchestre. Il travaille avec les avocats, avec ses juristes, avec des experts économiques. Mais c'est une question de rythmique. Et moi qui adore manier le rythme, la batterie, les percussions, les djembés, les percussions à main, etc. Il n'y a pas d'écart entre la pratique du rythme et la pratique du contentieux. Tu avais déjà entendu un tel lien, une telle comparaison Je me délecte. Non, mais ce qui m'intéresse en plus, c'est que je me rends compte, à chaque fois, les invités sont différents, mais c'est fou à chaque fois ce que l'on apprend. Et je suis ravi à l'avance que les personnes qui verront cette émission puissent voir également Philippe sous un autre jour. Et je trouve ça passionnant. On a eu effectivement plein d'invités. Et à chaque fois, je me dis, c'est encore mieux que la fois précédente. Donc, non, je ne fais qu'écouter avec délectation. Tu joues en public de temps en temps ou c'est pour ton propre plaisir? Moi, j'ai beaucoup joué. Et tu joues bientôt ou pas? Non, je n'ai pas de date. Mais j'ai l'ambition, puisque ça fait partie de constituer un groupe avec des avocats en droit de la concurrence. On a même un de tes premiers amours. Absolument, et qui n'a pas cessé. On est toujours le même amoureux transi quand on a été amoureux une fois. C'est vrai. Et pour les moins jeunes présents, il y avait un groupe dans le passé qui s'appelait Trust, et donc on va forcément s'appeler Antitrust. Ah, j'adore. Bien vu. Et je me suis aperçu qu'il y a un nombre de talents musicaux dans les professions de juristes qui est extraordinaire. Il y a même une compétition qui est internationale, qui réunit tous les cabinets aux États-Unis notamment, et je connais des juristes en Europe qui ont participé à des concours de rock entre équipes d'avocats au profit d'associations en non-profit. J'ai pas le nom en tête de cet organisme qui existe. Et ce sont des avocats du cabinet Latam et du cabinet Cléry qui m'ont orienté sur cette pratique. Et donc, on va préparer le prochain concours international où, en fait, vous avez le cabinet, les équipes juridiques qui se déplacent, qui se réunissent. Et donc, avec un jury, elles jouent. Et le premier prix fait en sorte que le cabinet sponsorise un prix pour une association en non-profit. Trop bien. Il faut le faire à Nashville. Hein. On a fait Nashville il n'y a pas longtemps. Voilà. Nashville, c'est vraiment l'endroit à rêver pour ça. On ira ou à Kingston, du coup. Mais je suis membre également d'une société de gestion collective pour artistes qui me remet 40 € par trimestre, qui est la base minimum à l'aspect d'IDAM lorsque vous avez enregistré des CD, vous êtes artiste-interprète. Et donc, lorsque je travaille avec les sociétés de gestion collective, je ne manque pas de leur rappeler que je suis un de leurs membres également. Tu rentres à quel poste chez The Walt Disney Company quand le chasseur de tête arrive à t'avoir? Alors, je suis directeur. Director, comme on dit, j'étais counsel, c'est le titre counsel IMIA au sein de la direction juridique Corporate Legal Europe du groupe Disney. Et d'une manière très très intéressante, depuis 1997, oui, ça fait très longtemps, je suis toujours dans le même département et dans le même on va dire aquarium, mais avec un poste qui a évolué au gré à la fois de l'évolution du groupe et de mon évolution, parce qu'il y a aussi, j'ai cette conviction qu'on n'est pas juste un objet de carrière, on est aussi un sujet de carrière. On peut aussi impacter sa propre carrière en fonction de ses talents, de ses préférences, de ce qu'on est capable de pouvoir convaincre d'être aussi des zones de développement. Les murs qui sont à côté de nous sont jamais des murs... on va dire, qui soit imbougeable. Voilà. Bouger les cloisons, dur, c'est possible. Le fait qu'aujourd'hui, je sois très, très actif sur la partie affaires publiques du groupe n'a rien à voir avec ce qui était proposé dans l'offre du département. Ça fait partie aussi de ce que vous pouvez impacter dans votre carrière en convainquant, parce qu'au fond, être juriste ou avocat, c'est quoi? C'est d'abord avant tout convaincre ceux qui ne sont pas complètement convaincus des vertus d'un bien fondé d'une solution, d'une thèse. Être juriste, c'est d'abord et avant tout convaincre. C'est pour ça que
y compris pour RespectZone ou auprès de mes équipes. Je continue d'aller encourager, de participer à tous les concours d'éloquence qui leur soient portés de pouvoir accéder. Et on a même créé, on en parlera peut-être quand on parlera de l'association, un concours d'éloquence qui lie éducation aux écrans à la citoyenneté et concours d'éloquence, donc qu'on a appelé des concours de cyberéloquence, que j'ai appelé des respect-duels, parce que je trouve que l'art du duel reste un art très noble. C'est vrai. Et on peut être duelliste dans le cadre d'une charte du respect, avec la meilleure arme qui soit, c'est l'arme du verbe. Et ça a lieu de temps en temps Ça, c'est chaque année, on le fait à peu près de manière trimestrielle. On le fait à différents niveaux, au sein de cabinets d'avocats, dans les entreprises, mais on le fait aussi à l'école, on le fait dans les centres sportifs. C'est en fait une manière de pouvoir avoir un autre rapport avec la nouvelle grammaire sur les réseaux sociaux, qui est plus encadrée. On peut travailler avec une grammaire, avec une éloquence qui va utiliser des gifs ou des émoticônes, et de pouvoir faire en sorte que ça reste dans le cadre d'une charte du respect qu'on va co-construire avec le groupe concerné. Mais on reste dans le cadre d'un concours d'éloquence. C'est-à-dire, vous allez défendre l'affirmative contre la négative, il y aura un jury, il y aura un récitant. C'est vrai qu'un écran qui défile, c'est pas très visuel ou immersif. Donc, on va aussi créer une forme de théâtralisation de l'événement par un récitatif, ce qui permet de pouvoir avoir 3 objectifs principaux. Premièrement, être dans la responsabilité, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer avec respect, c'est le cadre de la charte de RespectZone, en étant convaincant, c'est le principe de l'éloquence, et avec un gage en plus lorsqu'on fait preuve d'humour. Et ces 3 règles-là, c'est finalement ce qui permet de convaincre. Et lorsqu'on veut convaincre pour un pitch dans un ascenseur, convaincre une entreprise, convaincre de signer un accord, convaincre sa fiancée de ensuite pouvoir se marier, etc., on fait acte d'éloquence. Et c'est ça, c'est arriver à convaincre n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. C'est tout le sel du rôle du juriste. Par le verbe, la rythmique et le silence. Cyril, on a souvent parlé du fait que les directions juridiques évoluaient en termes de compétences. On parle ici de pousser les murs. Je fais le lien. La techno, les legal ops, les nouvelles façons de faire, la recherche de performance, les goûts, les couleurs, c'est ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est très important, effectivement, mais en même temps, ça reste recollé à des sujets stratégiques aussi, évidemment, tout le temps. Est-ce que c'est plus facile qu'avant de pousser les murs, de se construire une carrière, ou est-ce que c'était plus facile à l'époque où Philippe a commencé son job et a pu occuper l'espace, parce que les choses sont plus cadrées, plus structurées? Comment toi tu vois les choses en lien avec ces sujets des nouvelles techno? Moi, j'ai commencé ma carrière 4-5 ans après Philippe, et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était très, très normé. On faisait un peu carrière à cette époque-là. Quand on rentrait, que ce soit en cabinet principalement, mais même après aussi, moi, j'ai fait également les 2 cabinets de direction juridique. On avait le sentiment un petit peu d'avoir le sacerdoce et d'aller un petit peu jusqu'au bout. Le sentiment actuel maintenant, c'est que tout va beaucoup plus vite. Les gens sont ouverts d'esprit, les gens sont prêts à bouger beaucoup plus facilement. Il y a un peu, on va dire, les directeurs juridiques qui ont entre 45 et 60 ans, qui eux vont incarner cette stabilité normalement, qui essayent d'avoir quelque chose avec une ligne directrice. Et puis il y a les jeunes qui viennent te pousser à bouger les lignes. Donc ça, je trouve ça intéressant. Donc la première chose, c'est les jeunes juristes, c'est super pour ça. Ça t'aide un petit peu à penser différemment, à te projeter, à accepter un petit peu de te remettre en question. La tension évolutive de la boîte, la tension de la direction, la tension des operations vient plus uniquement du sensei, mais également de ceux d'en dessous. Absolument, tu es obligé de le prendre en considération. Et puis après, tu vois que tout va très vite entre la technologie, entre effectivement le fait qu'on soit maintenant dans un réseau qui est mondial, où à l'époque, quand on était en cabinet parisien, on pouvait évoluer, mais c'est pas de la même façon. Tu n'avais pas de téléphone portable, tu envoyais encore des fax. Le fax. Et donc aujourd'hui, on doit imitation du bruit du fax. Non, mais pour revenir à ta question initiale, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé, qu'il y a un mix des deux, entre la nouvelle génération et l'ancienne qui doit être prise en considération, et que les technos, elles peuvent aider à ça. Il y a un débat tout simple aujourd'hui, on en parle tout le temps, c'est est-ce que l'IA va remplacer les juristes? La réponse, généralement, on dit non.
l'IA remplacera le juriste qui ne sait pas utiliser l'IA. Le juriste qui utilise l'IA sera encore là plus tard. Je pense que c'est pour moi l'une des bonnes réponses. Et ça veut dire quoi? Adaptation. Prendre en compte son environnement, l'évolution technologique, sociétale, ainsi de suite. Et donc, ce qui est intéressant, et j'aime beaucoup ce que disait Philippe pour cette idée de pousser les murs au fur et à mesure, je pense qu'effectivement, on n'est pas que objet, on est sujet de son métier. Être sujet de son métier, c'est agir en prenant en considération son environnement, les interactions que tu peux avoir sociales et technologiques, et aussi ne pas hésiter à écouter ce que te propose la jeunesse également. Et ça, c'est super important. On va revenir dans un instant sur la notion d'écosystème dont tu parlais et d'environnement, puisque ton environnement est riche, mais ton environnement, tu y as eu un impact direct sur bien des aspects. Dernière question sur la partie direction juridique de The Walt Disney Company. Qu'est-ce que tu as rapidement compris et qui t'a servi tout au long de ces 27-28 ans à évoluer dans un groupe américain? Qu'est-ce que tu as compris au sujet d'un groupe américain, du fait d'évoluer dans une telle structure et qui t'a servi? Alors, ce qui m'a servi, je pense que c'est le fait aussi d'avoir vécu aux États-Unis pour évoluer dans un groupe américain, c'est essentiel, je pense, parce que la culture américaine est très très différente de la culture locale ici en France. Le fait d'avoir les mêmes références, de comprendre les allusions, alors moi j'ai commencé dans un cabinet anglais, qui est une excellente école pour essayer de comprendre la partie qui n'est pas dite. On parlait des silences, maintenant on va parler des non-dits et du read my lips. J'ai appris ce qui n'est pas exprimé. J'ai appris quand j'ai fait des rotations en tant qu'article clerk dans un cabinet anglais, ce qu'on appelle les do's and don'ts, le fait que venir avec des chaussures marron à l'époque était considéré comme un crime de lèse majesté, le fait d'être venu une fois à mon bureau, puisque un article clerk, un clerk partage le bureau d'un associé très senior, et chaque 6 mois donc 4 fois avec 3 rotations, vous changez d'associé senior et vous êtes le témoin dans l'ombre du sachant et vous êtes là pour observer, aider et comprendre. Et alors, il se trouve que c'était un peu bizarre de le faire quand on était jeune avocat, parce que c'était pas du tout dans l'esprit de la préparation de l'avocat stagiaire. Mais comme je rentrais dans un cabinet anglais très classique, il fallait rentrer dans le système anglais en oubliant qu'on était avocat français, mais c'était pas grave. Moi, ça m'a énormément servi. Et ça m'est arrivé, je vais vous donner un exemple d'une leçon que vous pouvez pas apprendre sur les bancs d'une fac, c'est que je suis arrivé une fois, parce que j'ai dû avoir une panne de réveil à, je sais pas, 9h55. Dans mon bureau, alors j'étais un peu... Alors que normalement... à 9h15... Normalement, tu es à 9h15, tu es au 9h ou 9h. Ouais, 9h. Et donc, je suis arrivé, j'avais mon petit imperméable, parce que j'étais avec un trench coat, évidemment, dans un cabinet anglais. On n'a pas d'autres codes de vestimentaire. Donc, je l'ai posé, j'ai essayé d'être invisible. C'est compliqué quand on est adulte. Et donc, je me suis assis, j'étais dans un bureau d'angle. Et au moment où je m'assois, il y a mon associé qui est un ancien baristeur qui a vécu en France très très longtemps, qui avait le même profil que Winston Churchill et qui s'enorgueillait de... Il savait très bien manier le silence, Winston d'ailleurs. Oui, et qui s'enorgueillait de lire le Canard enchaîné tous les mercredis. Donc, il montrait aussi toute sa commande du français. Et donc, je me suis assis, je pensais qu'il ne m'avait pas trop vu. Et il m'a dit « Good afternoon, Philippe ». Et là, je peux vous dire que plus jamais votre réveil n'a de panne jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai 58 ans et il n'y a plus de panne de réveil. Comment s'appelait ce monsieur? Richard Bain. Richard Bain. Ancien baristeur. The Richard Bain lesson. Oui, c'est lesson number 1 and last lesson. Donc, ce que tu as compris, c'est les aspects culturels avec cette leçon de Richard Bain lesson. Qu'est-ce que tu n'as toujours pas compris au sujet d'un groupe américain après 28 ans, ou en tout cas, ce qui te paraît toujours encore aujourd'hui étonnant, différent? Alors, ce que j'ai pas compris et ce que je ne veux pas comprendre, non, c'est moi j'ai un souvenir dans les cocktails où j'allais quand j'étais à Harvard, on était invité parfois dans des cabinets de Boston, donc pour faire des présentations
On appelait ça du meet and greet. Vous savez, ce sont ces parties où vous arrivez, c'est entre 17h et 18h30, et à 18h25, il y a les lumières qui clignotent pour vous dire de partir. Et il y a une chose que j'ai jamais compris, et c'était qu'ils arrivaient toujours avec des bris chauds dans lesquels on pouvait tremper des fraises qui n'avaient pas de goût, de Floride. Et c'était le fait de tremper des fraises dans du camembert chaud. Et j'ai jamais compris le sens de cette pratique, qui pour moi était un crime de lèse-francité. Voilà. Très bien. C'est donc une très belle cabriole que tu nous sors là par rapport au métier de directeur juridique. Est-ce que tu n'aurais pas compris dans un groupe américain? Pas d'autres réponses? Droit de réponse épuisé? Non, mais je reviendrai en deuxième semaine. Oui. Avec les... Voilà, évidemment, il y a des questions qui sont parfois évoquées en amont d'une émission, d'autres non, c'est plus drôle comme cela. On prend le brie et les fraises, cette bonne guerre. Merci Philippe. Ta plus grande fierté, pour terminer, dernière question direction juridique, il nous restera un bon quart d'heure, 20 minutes ensuite. Quelle est ta grande fierté en termes d'accomplishment au sein de The Walt Disney Company? Il y en a énormément. Énormément. Ça peut être lié au fait de faire grandir sa propre équipe. À part d'avoir donné l'idée de Lone Ranger. Ah oui, c'est vrai. Donc, premièrement, parmi les meilleurs moments à titre professionnel, c'est quand vous voyez grandir ceux que vous avez accueillis dans votre équipe et qui grandissent comme des plantes dans une très belle serre, qui dépassent les plafonds, etc. Et ça fait partie des premières satisfactions évidentes. Deuxième type de satisfaction, enfin des satisfactions sur une carrière de 35 ans, il y en a beaucoup. Mais je vais en prendre une qui est très récente, puisqu'elle date de la semaine dernière. C'est qu'il nous est arrivé au sein de la Walt Disney Company de pouvoir, avec le temps, convaincre de pouvoir avancer dans la complexe chronologie des médias françaises. Donc Disney Plus aujourd'hui est à 17 mois, et on a réussi avec une négociation historique et copernicienne à avancer à une fenêtre qui nous permet de pouvoir nous positionner très proche de la première fenêtre de chaîne payante, qui est à 9 mois, qui est très proche du minimum en France, qui est à 6 mois, quand dans le reste du monde, nous sommes partout à 45 jours, mais la France étant la France, il existe des règles qui dérogent. Et pour avancer, il faut faire une négociation extrêmement intéressante, stratégique, complexe, avec trois groupes essentiels. Le premier groupe, ce sont les organisations professionnelles du cinéma, 25 syndicats, donc syndicats de producteurs, d'auteurs, d'artistes-interprètes et d'industrie technique et d'agents. Donc 25 organisations à la fois. Que tu vois ensemble ou séparément? Ensemble quand même. Qu'on voit ensemble sous forme qui sont incarnés par une task force, qui sont parfois d'accord entre eux. Et à ma main droite, il y a un autre groupe qu'il fallait convaincre dans ce contexte. Ça fait partie du charme français, tout ça. Hein. C'est le groupe qui s'appelle la CISA. Donc vous avez à gauche le Blick Bloc Arp, c'est les organisations du cinéma. Et la CISA, ça s'appelle la coordination intersyndicale des syndicats de l'audiovisuel. Là, ils sont 6, c'est un peu plus simple, mais ils ne sont pas moins revendicatifs ou revendicateurs. Et à côté de cela, vous êtes sous la tutelle et l'aide aussi de deux organismes de tutelle qui sont étatiques. Une AI, l'ARCOM, une autorité administrative indépendante, et une agence d'État, qui est le CNC, qui dépend du ministère de la Culture. Et c'est avec tout ce monde-là que vous devez convaincre, rythmer, musiquer, d'avancer dans la chronologie, là où aucun acteur américain, même si ça fait 90 ans que vous êtes présent, vous êtes quand même considéré comme étant étranger. Bon, on peut être un migrant de 90 ans, établi en France en 1934. Et lorsqu'on a réussi à convaincre de pouvoir avancer, il faut écrire des accords avec chaque branche des organisations professionnelles. Ensuite, les accords sont convertis en convention avec le régulateur. Et dans ces deux accords, puisque je me suis fait interroger il y a un mois et demi, au mois de décembre 2024, en commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles et sexistes dans le secteur du cinéma.
Donc nous avons été interrogés comme diffuseurs et comme coproducteurs pour Disney. Et donc l'attente de cette commission d'enquête, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire prévention, ce qui est très lié à Respect Zone d'ailleurs, devant l'Assemblée nationale, prévention contre les violences sexistes et sexuelles suite au MeToo français. Et c'est là que votre cerveau de juriste se dit, mais pourquoi est-ce que lorsque je fais une négociation, je ne pense pas au reste de ma vie, à ma vie éthique, à ma vie associative également. Et j'ai exigé que dans les 2 accords, puisqu'on a trouvé finalement, non sans mal, après 3 mois de nuits extrêmement courtes, un double accord pour avancer. C'est un accord historique. Il y a eu la révolution de 1789 et il y a eu dans le secteur audiovisuel 2025 avec cet accord. Et j'ai mis dans les 2 accords une clause qui oblige toutes les organisations professionnelles françaises de faire acte de prévention et de mettre en place des lignes d'écoute conformément aux attentes de la commission d'enquête du Parlement avec Madame Sandrine Rousseau et Monsieur Erwan Balanant, député. Et le fait que ce soit Disney qui opportunément profite de cette occasion historique de pouvoir avoir une place nouvelle dans le financement du cinéma en France, de dire je vais en profiter aussi pour aider le pays à être encore meilleur en termes de prévention, c'est une énorme fierté de juriste. Bravo, inspirant. Absolument. On a beaucoup évoqué Respect Zone et ton engagement associatif. Le temps passe, mais on va prendre vraiment du temps sur Respect Zone. Je précise juste, et puis si tu veux qu'on y fasse un zoom, ta 2e vie professionnelle, enfin alors ta 8e vie évoquée jusqu'à maintenant dans cette émission, mais côté pro, c'est ton engagement associatif. Donc tu as présidé l'AEJE devenu l'Éclat. Nous nous sommes rencontrés, je crois à l'époque, c'était encore l'AEJE, cher Philippe. Président et fondateur du comité éthique de la profession de juriste au sein de la FJE, tu as fondé ce comité. Vice-président du In-House Council Worldwide, le ICW, dont tu parlais à l'instant, Cyril. Secrétaire général d'Unifab, et j'imagine que j'en oublie encore plein d'autres, donc l'Union des fabricants, enfin tu le définiras mieux que moi. T'as pas été dans une asso, t'as juste passé des heures au carré, dans un quotidien, tu le disais, extrêmement busy, occupé. D'où vient ce besoin d'apporter à la profession, ce besoin de la représenter, ce besoin de la défendre? Tu as également un combat dont on a tant parlé sur le legal privilege et tout ça. Ça vient d'où tout ça? Je pense que ça vient de mes parents et de ma culture et de ma soif de pouvoir impacter de manière un tout petit peu positive cet univers qui est assez violent et assez complexe. On vit qu'une fois. Notre mission sur Terre, moi je suis convaincu que c'est de contribuer à co-réparer le monde. Le monde étant en grande souffrance. Donc nous sommes tous des infirmiers et chacun avec son petit sparadrap vient faire sa part. Donc moi je fais ma part. J'ai la chance d'être en assez bonne santé, d'être très motivé, d'être enjoué et de me dire pour le moment où je suis capable d'être comme un quartz qui vibre avec une pile électrique derrière, faut que ça envoie. Et je crois pas du tout en la réincarnation. Donc moi je pense que quand on vit c'est qu'une fois, donc autant être là pour la fois où on est vivant. Être là vraiment, c'est beau. Jamais 203, ta 3e vie professionnelle, ou en tout cas d'engagement dans tes journées et pas tes week-ends. Enfin, j'imagine que c'est le projet Respect Zone que tu as créé en 2014, mais en réalité après 2 années de gestation, parce que nous en avons parlé, on en parlait ces 2 années entre 2012 et 2014 de ce projet. C'est l'ONG qui s'est positionnée très tôt sur le sujet de la lutte contre la haine en ligne et la cyberviolence. Elle a fêté ses 10 ans cette année. Rappelle-nous ce que c'est que Respect Zone, s'il te plaît. Respect Zone, c'est le projet d'aller mieux outiller tous ceux qui sont en ligne, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les parents, les enseignants, qui sont témoins. Nous sommes tous témoins de drames en ligne, c'est-à-dire de relais de haine, de la nouvelle contre-vérité, des fake news, du harcèlement en ligne, et on ne sait que faire. Alors il y a quelques contenus qui sont manifestement illicites où là il y a des remèdes qui sont faits où les réseaux sociaux font leur office de modération
même si on sent bien que la modération n'est pas très, très à la mode en ce moment. Mais en tout cas, sur le territoire français, en Europe, il y a le DSA, il y a la loi Avia, il y a Pharos en France. Donc, ce qui est manifestement illicite, ce qui est une toute petite partie de la violence en ligne. Tout ce qu'on peut voir. Ça, en général, c'est comme avec le terrorisme en ligne ou la radicalisation. Ça, c'est géré de manière assez automatisée, mais c'est une toute petite partie. Ce qui fait très mal et ce qui nous toxifie, c'est tous ces contenus gris qui ne sont pas ou qu'on ne veut pas enlever pour des raisons de défense de la liberté d'expression, qui est un argument de façade parfois, mais qui consiste à dire mais on ne peut pas être le juge d'une expression libre lorsqu'on est une entreprise comme un réseau social. Et donc tous ces fléaux, tous ces déferlements, ces tombereaux de haine, surtout si vous êtes une marque ou une personnalité, la réputation elle est très vite exposée. Par exemple, si vous êtes un journaliste sportif et que vous critiquez un joueur de foot, vous pouvez être menacé de viol ou de mort juste au moment où vous le dites. Juste parce qu'il y a une folie. C'est pareil, si vous êtes un grand sportif avec les paris sportifs, vous pouvez, si vous ne scorez pas comme les parieurs pensent que vous allez scorer, ben vous pouvez faire aussi l'objet d'une forme d'appel à la haine, voire au meurtre. Donc tout ça est parfaitement intolérable. Et pourquoi est-ce que j'ai lancé cette initiative ? D'abord, j'ai toujours été avec un pied dans la défense à titre bénévole des droits humains. Donc, il fut un temps, c'était pour SOS Racisme, puis pour la LICRA, pendant 7 ans. Donc, je deviens... avec un autre Philippe aussi. Directeur juridique, Philippe Schmitt. Oui. Ouais. Je deviens directeur juridique, et donc en France, on ne peut pas plaider, donc il faut aussi trouver d'autres moyens de défense. Et je vois bien que toutes les associations qui existent et les projets du gouvernement n'ont pas pris un virage très habile, on va dire, ou très agile surtout, avec la haine comme elle est dans le monde numérique. Et donc j'ai essayé de trouver des remèdes en matière de lutte contre la haine en ligne et du harcèlement qui soient compatibles avec la philosophie du numérique, qui est une philosophie qui est permissive. C'est pour ça que les logos de Respect Zone, il est bleu et blanc, avec 2 mains comme ça, qui montrent ce qu'il est bien de faire, c'est de se respecter en ligne. Parce que lorsque vous expliquez ce qu'il ne faut pas faire en ligne, vous n'êtes pas très audible. Donc, premier objectif pour résumer, c'est outiller ceux qui ne sont pas outillés sur savoir comment faire lorsque vous êtes témoin du pire et que vous ne savez pas comment stopper ces tombereaux de haine, ces tombereaux de harcèlement, ces relais de haine. Nous, on est là pour outiller, parce que l'essentiel des personnes qui sont en ligne, nous, vous, tout le monde, tous ceux qui nous regardent, ont tous été témoins sans savoir quoi faire. C'est comme lorsque vous êtes témoin d'une agression dans une rame de métro, le fait de ne pas savoir réagir, c'est-à-dire appeler un secours. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit être Superman, faire des arts martiaux, etc. Il ne faut pas que les gens s'exposent nécessairement, mais au moins savoir comment réagir et savoir qualifier, ce qui est le travail du juriste d'ailleurs. Et ça c'est ce qu'on fait depuis entre l'âge de 10 ans pour toutes les générations. On travaille avec les entreprises, et je suis sûr que vous êtes très intéressés par savoir ce qu'on propose comme partenariat avec les entreprises, parce que Internet, c'est un monde d'entreprise. Il n'y a pas de diffusion de contenu, il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas d'écran sans que des entreprises soient impliquées. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les entreprises pour les aider à jouer leur rôle, à prendre leur part dans ce combat ? Une entreprise, c'est un acteur de la citoyenneté. Donc, l'entreprise, il fait partie du monde. Il n'est pas hors le monde. Une marque, elle peut être atteinte dans sa réputation. Donc, si une marque est abîmée, elle a plutôt intérêt à s'intéresser à la protection de la réputation de ces marques en ligne. Et lorsque vous avez des catastrophes qui peuvent d'ailleurs arriver en quelques secondes, vous avez une fausse nouvelle qui est répandue sur une marque, vous avez par exemple un film qui concourt pour les Oscars, et vous avez un tweet qui est ressorti du passé, et qui fait que vous allez peut-être ne pas pouvoir briguer un prix juste parce qu'il y a une espèce de bronca autour de un mot, d'une interprétation. Et donc tout cela est fait pour faire de la prévention. Alors comment est-ce qu'on engage les marques ? L'intérêt à agir, on l'a. Comment ? Alors comment ? D'abord, une entreprise, c'est un groupe humain, un groupe qui n'est pas froid, qui n'est pas métallique, mais qui est un groupe qui peut s'engager. C'est très compliqué d'être une entreprise aujourd'hui si on n'a pas un impact sur la société
une entreprise a un impact. Donc, aider une entreprise à faire acte de citoyenneté et à s'inscrire dans le débat du monde, c'est ça ce que nous permettons avec Respect Zone. On leur propose de s'engager dans des programmes. Je vais prendre un exemple, pour citer une marque partenaire. Donc, vous avez le groupe TF1, qui est un des partenaires de Respect Zone. Vous avez une marque qui est venue à nous, une marque de cosmétiques Herborian, une filiale de l'Occitane. D'accord. Qui ont considéré que la marque de Respect Zone et les programmes d'action éducative qui sont les nôtres et la manière de nous adresser à la jeunesse correspondaient à leur cible. Ils ont beaucoup de marques de cosmétiques pour les adolescents et pour les jeunes adultes. Et donc, ils nous ont proposé de faire un partenariat il y a 4 ans. Et on a commencé à travailler avec leurs influenceurs, qui eux-mêmes avaient peut-être besoin aussi d'avoir des repères. Ils ont 3 influenceurs extrêmement différents. Et on a fait des campagnes, ce qu'on appelle des activations. Et la première année, donc, ils nous ont aidés. La deuxième année, on a travaillé avec des produits précis. Et maintenant, aujourd'hui, on est sur un programme annuel de prise de parole commune. Mais demain, ce qu'on aimerait, c'est qu'une compagnie de taxi avec qui on travaille, une compagnie de VTC, dise moi, ça m'intéresse. Comme ça permettrait de pouvoir faire en sorte que lorsque vous rentrez dans un véhicule de la marque partenaire de Respect Zone, bien vous vous sentiez sanctuarisé dans un espace de respect. C'est aussi ce qu'on fait avec toute forme de marque. On travaille avec Daily Trust, qui est un de nos partenaires actifs, et on est très fiers de travailler avec Daily Trust pour Respect Zone, et pour montrer qu'une marque peut avoir aussi envie de dire moi, il y a des choses que j'accepte sur Internet, des choses que je n'accepterai pas, et de se positionner. Parce que être silencieux ou être passif sur des sujets aussi importants que ce qui touche à l'avenir de nos enfants et à la capacité de pouvoir évoluer dans un monde de respect, c'est un engagement. Donc, nous, on propose d'une manière extrêmement cadrée de travailler sur des chartes. Donc, nous avons 3 chartes, et la dernière étant une charte sur la protection des jeunes femmes et des femmes en ligne. C'est la charte Respect Zone pour elles, E2LES, et qui est un point d'entrée pour les entreprises, parce que toutes les entreprises aiment aussi à pouvoir expliquer quels programmes elles font pour défendre la condition de la femme dans l'entreprise. Et nous, on propose de le faire sur un sujet qui est assez peu débattu. C'est le sujet du fait que les premières victimes sur les réseaux sociaux de la haine en ligne, il ne faut pas oublier que ce sont les femmes et les jeunes femmes. Donc on dit, en tant que marque, engagez-vous, montrez-le et aidez-nous à porter ces messages. Cyril, c'était important pour vous de travailler avec Respect Zone, puisque vous êtes un acteur qui a accompagné des directions juridiques dans l'amélioration, l'improvement sur un nombre maintenant quasi infini, en tout cas un grand nombre de sujets pour aider la direction juridique à aller dans le bon sens. Là, on sort un petit peu du scope, ou on sort pas du tout du scope? Non, on sort pas du scope parce que Daily Trust se veut être le legal cloud mondial futur, donc toucher effectivement toute la partie juridique, mais il y a legal et il y a cloud. Donc première chose, legal, si on est des juristes qui travaillent pour les juristes, on se doit de prendre en considération ce type de choses, ce type d'enjeux, ça c'est vraiment très important. La partie cloud, ça veut dire qu'effectivement on est sur Internet et que, comme l'a très bien expliqué Philippe, la modération est souvent très compliquée et qu'il y a des énormes risques dedans. Donc nous, on s'est dit, chez Daily Trust, première chose que l'on peut faire, c'est sensibiliser en interne nos équipes. Alors, Daily Trust, c'est plus de 400 personnes dans une quinzaine de pays à travers le monde. Donc on se doit de pouvoir sensibiliser tout ça. Le second point, on a la chance d'avoir plus de 3000 clients à travers le monde dans plus de 60 pays qui utilisent nos solutions. Donc si nous, on fait du digital, l'idée, ça va être de pouvoir voir un peu comment on peut porter tout ça. Et puis le troisième point que je porte plus particulièrement, la partie écosystème. On est dans un écosystème qui sont au-delà même de nos clients, au-delà même de nos salariés. On travaille avec d'autres acteurs de l'écosystème juridique digital et on se doit de prôner, d'évangéliser à ce sujet-là. Et pour moi, c'était une évidence, pour Detroit, c'était une évidence de pouvoir soutenir des Respect Zone et Philippe dans sa démarche, parce que on est obligé, alors pas besoin d'être parent, moi je le suis, mais c'est très important de pouvoir apporter sa contribution là-dessus. Comme l'a dit Philippe, alors je pense que Philippe apporte plus qu'un petit pansement, il va peut-être un peu plus que ça. On est quand même là, plus largement là-dedans. Et je pense qu'en 2025, il est important de se saisir de ce genre de choses. Et on fera en sorte, pour les personnes qui ont
regarder cette vidéo, d'avoir le lien dans la description, dans le commentaire vers Respect Zone, pour pouvoir effectivement avancer ensemble. Et Daily Trust va continuer à soutenir Respect Zone dans le futur et voir si on peut les aider effectivement à convaincre et à embarquer les gens et surtout à les avertir. Ça fait un peu la liaison avec quelqu'un qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps, qu'on aime beaucoup également, qui est Stéphane Baller pour Droit comme un H. Et ça fait partie des choses où le juriste, la direction juridique se doit de soutenir des causes qui sont hyper importantes, que ça soit le respect des gens sur Internet, que ça soit le handicap. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais on doit être confronté à ça. On est dans une génération, maintenant, dans une société où l'humain doit prendre de plus en plus de place et ça fait partie, effectivement, des enjeux dans lesquels on veut s'inscrire. On est bien loin du nice to have, c'est impératif. Je pense pour tous les parents qui nous écoutent, tous les jeunes. Si je puis me permettre, ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on travaille sur des projets en termes de médiation. On a réussi à montrer que le droit des marques, parler de l'UNIFAB, peut être un outil de protection des droits humains numériques. Ça n'avait jamais été pensé. On a créé il y a 5 ans une clinique juridique à Dauphine avec le professeur Decoq, qui est la clinique Respect Zone des droits humains numériques. C'est une première qu'une clinique juridique soit sponsorisée par une ONG. En général, ça l'est par une entreprise ou par un cabinet. On pousse les murs. C'était votre question, ou ta question plutôt. C'est est-ce qu'on peut pousser les murs ? On se doit de le faire. Être juriste, c'est avoir une obligation morale de faire le bien avec ce qu'on a appris. Il y a des juristes qui ont fait beaucoup de mal aussi. Il y a des juristes qui ont commenté à froid les décrets raciaux en France. C'est un crime. Lorsqu'on est juriste, on a une responsabilité. On ne peut pas se cacher derrière la fonction de juriste. Et il y a un dernier point sur lequel j'aimerais insister, qui est un point d'espoir aussi, c'est qu'on aimerait passer de l'ONG à la civic tech. C'est-à-dire de pouvoir travailler sur de la notation, sur du rating, pour aider les entreprises à se scorer, puisque chaque entreprise travaille sur des destinations numériques. Be Smart est une destination numérique, elle a des sous-marques, etc. Avec votre groupe, avec vos parutions, avec vos journalistes et vos pigistes, qui eux-mêmes sont des destinations numériques, pas juridiques, mais aussi juridiques. Et notre approche, ça consiste à faire de la formation. On forme des organismes aussi importants que Audience. Audience, c'est le premier organisme de prévoyance du monde de la culture, par exemple. Et on est convaincu aujourd'hui qu'il manque un outil de scoring, c'est-à-dire pour évaluer, pour se dire à un moment T, qu'est-ce que mes marques, moi en tant qu'influenceur, en tant que marque, en tant que journaliste, en tant que influenceur du système, que ce soit dans un secteur de marché ou quoi que ce soit, comment est-ce que je peux mesurer mon impact en fonction de ce que je vais exiger auprès de mes contractants? Comment est-ce que je peux rassurer actionnaires, salariés, investisseurs et prospects et me dire, je suis un cabinet d'avocats, on travaille avec une vingtaine de cabinets d'avocats qui sont partenaires, qui font du mécénat de compétences. Et bien, eux aussi, quand ils viennent à nous, ils s'engagent à signer la charte et donc du coup, ils se mettent en état de conformité avec des normes nouvelles qui ne sont pas des normes obligatoires. On va au-delà du DSA, au-delà du DMA, on est sur des normes auto-choisies. Et dans un monde qui est très polarisé, où il n'y a plus que les normes qu'on se donne qui sont les normes applicables, nous, on aide à être une espèce de petite lumière indépendante. J'insiste beaucoup sur la notion de l'indépendance qui rejoint tous les efforts que j'ai faits. J'ai même fait un livre que vous connaissez sur l'indépendance du métier de juriste. Ouais. Et la notion de l'indépendance, elle est intrinsèque à l'âme du juriste. Qu'on soit salarié ou pas, c'est pas le sujet. On vend cette indépendance d'esprit. On est une petite lumière dans un monde très complexe. Et il y a très peu de nations aujourd'hui qui offrent la capacité de dire qu'on a une liberté d'esprit, une liberté de pensée. Il y a de moins en moins de pays dans le monde qui nous permettent cette liberté. C'est une liberté que le droit défend. Et nous, on est un des derniers porteurs de ces drapeaux. Et on essaye de fédérer ces efforts. Et on rassemble tous les meilleurs cabinets d'affaires et les directions juridiques qui nous donnent du temps-heure et de la compétence. Par exemple, si vous êtes un juriste en propriété intellectuelle, en compliance, en ESG, en privacy, vous avez du propos. Lorsqu'on a travaillé avec le cabinet Hogan Lovells, qui ont dit, nous, ça nous intéresse, non pas juste d'être l'aide de Respect Zone, mais de pouvoir venir sur un projet donné.
Il se trouve qu'on avait gagné un appel d'offres avec l'Élysée et le Forum international de la paix. On a lancé ce projet de médiation, puisque personne n'avait pensé à ce que la médiation entre internautes puisse être un mode de résolution des problèmes de haine et de harcèlement en ligne. On l'a fait, on a été sélectionné au niveau international. Et le cabinet Hogan, pour les remercier, ils ont dit, nous, on va vous aider sur comment est-ce qu'on boulonne chaque mois. On va se poser 25 questions par mois pour être sûr que le projet va être un projet inattaquable en droit. Et donc, chaque fois qu'on les voit, il y a 8 départements qui envoient un ambassadeur. Donc, contentieux, données personnelles, propriété intellectuelle, commerciale, etc., consommation. Et à chaque fois, on leur pose des questions un peu comme du tac au tac pour être sûr qu'on va tout tester, comme du contrôle qualité dans notre projet de médiation. Et lorsqu'on le présente aux autorités, à la Commission européenne, à TikTok ou à Meta, etc., en disant il faut y aller parce qu'on l'a testé, le truc a été réglé comme ça, boulonné avec des conseils extérieurs. Et on travaille avec ce cercle des juristes. C'est la communauté des juristes qui redonne à la société tout ce qu'on reçoit dans le quotidien, là, avec une association comme Respect Zone. C'est un moment, comme avec ce que fait Stéphane Baller, où on redonne, en fait. Le give back. Vous êtes dans le début de case TikTok qui arrive un peu. On a reçu une avocate dans une autre émission qui en ce moment est en train de réunir autour d'elle. Moulon, oui. Est en train de réunir autour d'elle beaucoup de familles. Respect Zone est impliqué jusqu'à ce genre de case ou pas? Alors, on est capable de l'être. On s'est déjà constitué partie civile dans un dossier. Alors, le principe, c'est pas nécessairement d'être contre une plateforme, mais d'être plutôt aux côtés des parties civiles. On l'a fait devant la 17e chambre correctionnelle, notamment dans le dossier de la haine anti-asiatique en France, lorsque, lors du deuxième confinement, Emmanuel Macron avait annoncé un nouveau confinement, c'était le deuxième. Et là, il y a eu une déferlante de haine, malheureusement, contre les personnes d'origine asiatique sur les réseaux sociaux. Cette haine en ligne a déclenché ensuite des moments de violence physique par d'autres personnes. Ce n'étaient pas les mêmes personnes. Et il y a eu des heurts, des atteintes. Ça a été le terreau de drames. Y compris d'ailleurs dans le quartier où les studios de Bismarck sont. Et il y avait une psychose, si on se souvient bien, en 2020, en octobre 2020, qui était déclenchée avec cette haine sur Internet. Et donc, nous avons été partie civile, on était avec d'autres associations. Et là, oui, l'association Respect Zone va être là pour mettre une lumière pour que, à la fois le tribunal et l'opinion publique prennent une conscience plus éducative d'un sujet de société. Et donc, nous, on va augmenter une lumière à côté de nos amis de la presse. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, Respect Zone, c'est 5 salariés, si je ne m'abuse. Donc, c'est une équipe... De l'emploi à impact. De l'emploi à impact. C'est beaucoup parce que ça vient d'une idée d'une personne et en même temps, ce que vous arrivez à abattre comme travail à 5, c'est juste énorme. Donc, on vous souhaite tout le meilleur pour continuer à prêcher la bonne parole sur ce sujet, encore une fois, devenu bien loin du nice to have, mais crucial pour l'ensemble de nos groupes. On revient à d'autres sujets. Je ne peux m'empêcher de te demander, Philippe, quelle est la citation d'un film qui t'inspire dans ton quotidien, puisque en tant que grand féru du cinéma, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous sortir. Donc quand tu es down, quand tu es dans une situation complexe, ou même quand tu sifflotes en marchant dans la rue, cette citation ou ce moment dans un film qui te revient souvent. L'âge faisant, la passion aussi pour le personnage de Yoda dans Star Wars fait que je me remémore toujours le film qui a été tourné par Visconti, cette scène du guépard. Et lorsqu'on voit beaucoup de changements à la fois politiques, de changements internes dans les structures, dans les acquisitions, dans les réorganisations de groupes, avec les tempes blanches qui arrivent, on se dit que pour que rien ne change, il faut que tout change. C'est cette citation du film Le Guépard qui est issue d'un ouvrage et qui me revient à chaque fois d'une actualité absolue. Donc c'est une des citations, mais il y en aura sûrement d'autres qu'on pourra décliner dans les prochaines invitations sur ce plateau. Merci. Cyril, je t'ai jamais demandé, toi, ta citation de film. Oula,
Citation de film. Tu prends le point et je reviens dans 2 minutes. Absolument. On passe au C'est pas faux show. Vous connaissez, vous l'attendez évidemment. Le C'est pas faux show, c'est un terme, un barbarisme, un usage de franglais, franglish qu'on utilise quotidiennement et qui nous casse pas les oreilles, mais qui pour autant peut mériter une clarification. On a 2 C'est pas faux show aujourd'hui, un de Philippe Cohen et puis un de Cyril Godet qui, je crois, on l'avait dit en début d'émission, va nous parler un peu de matter management. Ah oui, effectivement. Alors, en laissant Philippe se préparer, puisque ça, c'est pas préparé pour lui, sur le terme qu'il souhaitera nous expliquer en 30 secondes. 30 secondes sur le matter management. Matter management, alors, on s'embête encore actuellement chez Ditrust à avoir la bonne traduction. Certains diraient que c'est un dossier, plus globalement. Hein. Mais chez Ditrust, le matter management, ça va être la capacité, effectivement, de gérer déjà les litiges, donc les contentieux, donc tout type de litige, tout type de différend entre 2 parties, et après tous les dossiers qui peuvent y avoir trait. Très simplement, ça peut être une simple consultation juridique en interne, où il y a des salariés qui ont posé des questions à la direction juridique, donc on aura ce mécanisme-là, mais également après tout type de dossier de préparation à une action juridique ultérieure. Exemple, je vais faire une opération de M&A, un coup d'accordéon, je vais avoir besoin de monter un dossier qui va impliquer différentes parties, et également un workflow, des validations, ainsi de suite. En matière contractuelle, je vais peut-être faire un contrat cadre, j'ai besoin d'avoir un ensemble de personnes qui va signer avec des délégations de pouvoir, des signataires. Et puis, on peut avoir également, sur la partie contentieuse, tout simplement, d'avoir une connexité de litige, une connexité de contentieux, où différents dossiers vont être amenés ensemble. Et donc, l'idée globalement du matter management, c'est d'être capable de gérer de manière digitale et sécurisée un enchaînement d'événements multiples. Dans le cas d'un dossier. Dans le cas d'un dossier. Voilà. Du début à la fin, de façon sécurisée, avec, j'imagine, la mobilisation de plusieurs personnes, qu'elles soient en interne ou en externe, avec des lawyers. Exactement. Des alertes, de tout ce qui est procédure, j'imagine, de ne pas se faire avoir sur tel ou tel délai, et ainsi de suite. Et effectivement, et après, c'est pour ça que le matter aux États-Unis, ça lie aussi, alors je ne vais pas faire trop d'anglicisme, mais on va dire la facturation électronique, l'invoicing et le e-billing, et le time spending, donc la facturation au temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est très anglo-saxon. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on commence déjà avec le digital à matérialiser tout l'ensemble de l'activité d'une direction juridique, avec cette capacité de suivre des dossiers, de voir ce que ça coûte, ce que ça rapporte, et de pouvoir gagner en efficacité. Merci beaucoup pour le matter management, cette gestion digitalisée d'un dossier, quel qu'il soit, les litiges jusqu'au M&A, comme en parlait Cyril Godet. Philippe Cohen, le C'est pas faux show, quel terme as-tu envie d'évoquer et d'expliquer en 30 secondes? Alors, je vais prendre... parce que j'ai titré un de mes livres, s'appelait Internet contre Intern Hate. Mais quand on dit Intern Hate à la prononciation française, ça fait Internet. Et donc derrière Internet, il y a l'Internet de la haine, Internet, avec un H. Et je trouve que cette manière de voir Internet avec sa toxicité intrinsèque, qui nous oblige à être attentifs et à travailler sur comment est-ce qu'on en fait un lieu de respect, puisque ça n'a pas été inventé assez on va dire par design d'emblée. C'est en fait une obligation morale qui nous revient, et donc voilà, se méfier de ce qui est dans les acceptions même des mots, et dans un mot on peut entendre autre chose. Par exemple, dans le mot méta en hébreu veut dire en hébreu, je crois que ça veut dire aussi la mort. Vous avez parfois des mots qui sont différemment audibles quand on les examine. Moi, j'avais un père psychiatre, comme on dit tout à l'heure. Donc, je suis très sensible au sens des mots, un peu comme des Rubik's Cube. Vous avez des différentes appellations. Je vous ai dit que j'ai été longtemps avocat de la LICRA en contentieux, ce qui m'a appris beaucoup d'ailleurs en contentieux bénévole. Et avant cela, j'étais à SOS Racisme. Puis quand on s'interroge sur les mots, fait partie aussi de la critique que j'ai voulu apporter pour améliorer tout le combat antiraciste. Mais SOS Racisme, pareil, c'est presque comme un contresens. On ne va pas sauver le racisme. Donc, voilà, dans chaque mot, il y a des surprises. Et Internet, c'est une surprise. Et effectivement, ta démarche s'inscrit pour éviter qu'on arrive, sans faire de mauvais jeu de mots, à Intern Aid, AID à la fin, où on avait vécu ça, nous, notamment dans les années 80,
notamment avec l'Afrique et d'autres combats, où il a fallu à un moment mobiliser tout le monde pour venir au secours de populations ou d'enjeux qui étaient vraiment en péril. Et essayons d'être proactifs et non pas d'être après trop en retard et être obligé de sauver post-problème. Je pense que c'est un vrai sujet. Et j'ai retrouvé ma Ta citation de film citation, qui en plus est celle historiquement que je préfère. Mon film préféré, c'est The Usual Suspect. Ah oui. Et ça me fait penser à ça parce que j'ai revu il y a 2 soirs Seven et je peux expliquer la petite histoire qui est très intéressante. Donc The Usual Suspect avec Kaiser Soze. Kaiser Soze et Kevin Spacey. Et ce qu'il dit à la fin, il dit The biggest trick the evil ever pulled was to convince the world it did not exist. Le plus grand tour que le diable n'ait jamais réalisé est de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Et j'aime beaucoup cette citation. Et juste pour faire le lien avec Seven, Usual Suspect sort en 2014. Ça fait un carton. Non, pas en 2014. En 1994, pardon. Christopher McQuarrie, et ainsi de suite. Scénario, meilleur scénario. On a vu tout ça derrière. Et derrière, il y a un film qui s'appelle Seven, que j'ai revu justement avant-hier soir. Et dans Seven, le méchant à la fin, je le dis, bouchez-vous vos oreilles, c'est effectivement l'acteur principal de Usual Suspect, Kevin Spacey. Et pour éviter qu'on se doute que Kevin Spacey est le méchant, on ne voit pas son nom au générique avant le générique de fin. Et quand le film se termine de Seven, le premier mot qu'on voit, c'est « with Kevin Spacey ». Et donc ça m'a fait rappeler tout cela. C'est comme quoi, effectivement, quand on commence à devenir un petit peu célèbre, on attend à tout prix la personne si elle est au générique. Et là, c'est un film à suspense où on ne sait pas dans Seven qui est le meurtrier. Et pour éviter qu'on s'en doute trop tôt, on ne le met que sur le générique de fin. Voilà. Et donc, le plus grand tour que le diable ait jamais réussi, c'est de convaincre le monde qu'il n'existait pas. En tout cas, on sera tous derrière. Merci beaucoup pour ce beau développement cinématographique qui reboucle avec tout ce qu'on s'est dit. On est tous derrière Respect Zone, encore une fois. Merci beaucoup d'être venu présenter Respect et Honneur, Force et Honneur. Merci infiniment, Philippe. Merci Cyril et merci évidemment Dilitreuse de nous permettre de nous retrouver. Cette émission, c'est le droit, c'est les hommes et les femmes et c'est surtout les passionnés, les engagés, les différents ceux et celles qui font plus. Merci d'avoir poussé les murs. Merci de l'avoir fait pour Walt Disney, mais aussi pour toutes les causes que vous défendez et que vous défendrez. Philippe Cohen, à très bientôt sur nos plateaux, je l'espère. Merci. Merci Cyril, merci à vous qui nous avez regardés. On vous retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode de Legal on Air. À très bientôt. Legal on Air. Legal on Air, à la conquête du droit en entreprise. Gouvernance, tech, LegalOps. Le podcast qui décrypte les évolutions qui propulsent le droit vers le monde d'après. Legal on Air, le juridique. Décortiqué et discuté.